Bonjour, je suis François Noudelman et je dirige la Maison française de NYU qui organise aujourd'hui une commémoration amicale d'Édouard Glissant pour le 10e anniversaire de sa mort. Le 3 février 2011 disparaissait un immense poète, philosophe, qui laissait une œuvre considérable, écrite pendant un demi-siècle. Une dizaine de recueils de poésie, dont la célèbre épopée Les Indes, une dizaine de romans, dont La Lézarde, qui le fit connaître du grand public en 1958. Des pièces de théâtre et une quinzaine d'essais dans lesquels il a élaboré sa pensée du tout-monde et ses concepts qui inspirent aujourd'hui des intellectuels et des artistes du monde entier. Autour de moi, pour parler d'Édouard Glissant, des spécialistes mais aussi des amis, nous avons tous connu l'homme, Édouard, et c'est pour nous tous et toutes un étrange sentiment de nous dire 10 ans déjà, alors que c'était hier, et qu'il est toujours si présent, notamment à New York, où il a passé les 15 dernières années de sa vie. Je dis ici à New York City, mais nous sommes tous dispersés autour de la Terre. Je le sais en voyant les connexions sur Zoom. Et j'imagine que ça aurait plu à Édouard, ce rhizome qui met en relation des êtres appartenant à diverses cultures. Nous avons choisi de parler en français, car c'était la langue qu'avait choisi Édouard Glissant pour parler ici. Je me souviens d'une conférence qu'il donnait à New York il y a une vingtaine d'années, et il était le seul à s'exprimer en français. Il m'avait répondu avec un peu de défi, je parle toujours dans les langues minoritaires. Vous pourrez poser vos questions dans le Q&A, questions-réponses, situé en bas de votre fenêtre Zoom. Cette séance est enregistrée et vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube, mais vous ne serez pas visible sur l'écran. Que signifie commémorer? Se souvenir ensemble, sans doute, et je veux associer à cette commémoration un autre disparu qui nous manque beaucoup, à NYU et ailleurs, Michael Dash, qui fut professeur ici et principal traducteur d'Édouard Glissant en anglais. Cependant, le risque de la commémoration d'un auteur, c'est de l'enterrer une nouvelle fois, et pour nous, Glissant reste un penseur vivant. Il est beaucoup plus qu'un patrimoine ou un capital à faire fructifier. C'est pourquoi, plutôt que de juxtaposer des commentaires et des exégèses, nous allons l'évoquer dans le contemporain de nos vies, ici et maintenant. Je vais poser la question ainsi à mes amis et invités. Comment Glissant agit-il encore pour vous, avec vous, par ses œuvres et sa pensée? Et dans le contexte contemporain, notamment les mouvements de lutte antiraciste, les courants identitaires, les nationalismes qui semblent contredire ces thèses sur la créolisation du monde, qu'en est-il de l'actualité d'Édouard Glissant? Mais tout d'abord, je veux remercier chaleureusement Olivier Glissant, son fils, de nous faire l'amitié de sa présence aujourd'hui, alors que sans doute ce jour anniversaire est toujours une épreuve. Olivier est compositeur, chef d'orchestre, producteur. Il a fondé le label Black Salt Records. Certains entendront évidemment la référence au sel noir. Il a dirigé ses œuvres à Carnegie Hall, à la Sorbonne et aux Nations Unies. Bonjour Olivier. Bonjour François. Nous avons dit que chacun s'exprimerait dans son langage, avec ses mots ou avec ses sons. 10 ans, c'est une mesure de temps objectif, mais pour toi, est-ce que c'est une longue période qui permet un recul ou est-ce que c'est très court? Et encore une fois, voilà, tu me réponds dans ton langage. Non, pour moi, il y a plus de temps, quoi, parce que comme il disait lui-même, il est éternel. Enfin, l'art est éternel, donc pour moi, il est vivant dans sa poésie, dans son art. Donc, non, ça, je sais pas, pour moi, c'est étrangement, aujourd'hui n'est pas différent d'un autre jour. Voilà. Mais parce que moi, je peux pas parler de l'œuvre d'Édouard de façon intellectuelle ou je peux pas disserter. Donc, j'ai choisi de jouer un petit morceau de piano. Récemment, j'ai rencontré une ancienne compagne d'Édouard, Auria Bazi, euh, qui me racontait, à qui je demandais des anecdotes sur les années 50, les années 60, etc., quand j'étais pas né. Et elle me disait, elle me racontait qu'Édouard aimait beaucoup Bartók. Et alors, quand j'ai découvert Bartók, qui est mon compositeur préféré du XXe siècle, j'en parlais à Édouard qui me disait,
Oui, oui, bien sûr, Bartok, etc. Mais je pensais qu'il me disait ça pour me faire plaisir, pour ne pas me contredire, etc. Mais apparemment, Ouria me raconte qu'il aimait effectivement énormément Bartok quand il était plus jeune. Donc voilà, je vais vous jouer un petit morceau de... Alors, il fait très froid dans le studio. Il va peut-être falloir que je le joue 2 fois parce qu'il est très court, ce morceau. C'est une bagatelle de Bartók que j'avais joué à Édouard et Félix Gattari un soir où on était chez eux. Quand ils tournaient un film, il y avait Mata, tout ça, toute cette bande-là. Et, euh, et voilà. Donc, Bartók, bagatelle pour piano numéro 4. Voilà, juste un petit Merci parfum beaucoup, Olivier. en mémoire de mon père. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Et je crois que tu avais aussi envie de lire un texte, mais pas forcément d'Édouard. Et je voudrais quand même dire, si je peux me permettre de commenter, que j'aime toujours quand on associe aussi ton père à autre chose que le jazz, parce qu'on cite souvent le jazz, parce que lui-même en a parlé comme l'exemple même de la créolisation. Mais voilà, il ne faut pas l'enfermer non plus dans cette musique. Et tu nous rappelles voilà, qu'il aimait aussi d'autres Ah d'autres oui, compositeurs, d'autres styles. quand j'étais petit, j'ai grandi je me souviens, il écoutait toutes les musiques folkloriques d'Amérique du Sud, la musique classique. Et, euh, et justement, je voulais lire partager avec vous, c'est très court, Oui. comme il aimait beaucoup. Comment? Est-ce que tu peux rapprocher un petit peu ton micro parce qu'on t'entend de loin? Oui, alors j'aimerais partager avec vous un texte que j'ai découvert de Wilhelm Furtwängler, le grand chef d'orchestre, et qui parle de Beethoven. Et Beethoven, c'était le compositeur préféré d'Edouard. Et, et dans ce texte de Furtwängler, ça me rappelle étrangement la pensée de créolisation et la pensée rhizomatique d'Edouard, le commentaire qu'il fait sur les thèmes de l'organisation des thèmes de Beethoven. Alors voici le texte. Euh, et, alors, un thème de Bach est par essence immuable. Ce thème pourra se transformer en cours de route. Il aura toujours l'air de se ployer, jamais de subir un destin. Alors que le fait nouveau et de portée décisive de la musique que la musique de Haydn annonce et que celle de Beethoven réalise pleinement, c'est le thème qui, dans le courant d'un morceau, connaît une évolution comparable à l'évolution d'un caractère de Shakespeare dans le courant d'un drame. Chez Bach, tout le morceau, développement compris, est implicitement contenu dans son thème. Au fond, Bach ne s'écarte jamais de ce que lui dicte son thème principal, même lorsque, dans une fugue par exemple, il lui oppose un ou plusieurs contre-sujets. Le style reste essentiellement monothématique. Fugue ou aria, quelle que soit la forme de la musique de Bach, elle avance toujours à la façon d'une large et irrésistible fleuve. Rien ne l'écartera de sa route prédestinée. Chez Beethoven, si la nécessité intérieure du déroulement n'est pas moins rigoureuse, la route n'est cependant pas prédéterminée comme chez Bach. C'est que chez Beethoven, tout ne dépend pas du seul premier thème. Il en met plusieurs en scène et c'est de leur opposition et interpénétration que dépend le développement. Chacun de ces thèmes vit en présence des autres et souvent en fonction des autres. Ils ont un destin collectif et ce n'est que ce destin, ce développement, qui apporte l'unité à des éléments divers
et dont certains souvent sont très contrastés en eux-mêmes. Dans toute l'histoire de la musique, il n'est guère d'autres œuvres aussi clairement et fortement marquées par ce genre de dynamisme que celle de Beethoven. Et une autre phrase, euh, mais l'originalité de Beethoven, c'est d'abord de donner à chaque thème son cadre approprié, son climat particulier. Et puis, et c'est là l'essentiel, quel que soit le thème choisi, Beethoven lui trouve toujours le ou les partenaires qui vont permettre à ce thème de se développer et d'évoluer jusqu'à la limite. Voilà, ces commentaires sur ça me rappelle étrangement ça m'évoque la pensée de rhizome, la pensée de créolisation, d'éclatement et de choc de culture, etc. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous aujourd'hui parce que c'est mon langage, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier. On va continuer à parler ensemble et peut-être avec des références aussi inattendues que celles que tu viens de nous proposer. Romuald Foncoy est professeur de littérature francophone à Sorbonne Université. Il est rédacteur en chef de la revue Présence africaine. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage, je dirais, initial, premier sur l'œuvre d'Édouard Glissant, Essai sur une mesure du monde au XXe siècle, aussi l'auteur d'une biographie d'Aimé Césaire. Romuald, bonjour, merci d'être là. Romuald, est-ce que tu pourrais dire en quoi Glissant, pour toi, est toujours présent, vivant? Est-ce qu'il te paraît d'une actualité aussi, toujours aussi forte dans le monde contemporain, ou au contraire, est-ce que tu as l'impression que c'est une œuvre un peu déjà loin, intemporelle? Est-ce qu'elle accroche encore sur le monde? Merci d'abord pour l'invitation, François. Et je suis assez content que ce 10e anniversaire, je ne voyais pas que le temps passait aussi vite, hein. Et ce matin, je me suis dit, oui, ça fait déjà 10 ans que Édouard est parti, mais je n'ai pas le sentiment qu'il soit parti. Euh, c'est vrai que je sors d'une période personnelle où les gens qui partent me rappellent toujours, n'est-ce pas, que nous sommes un peu dans la finitude, mais j'ai pas le sentiment en fait qu'Édouard soit parti, ni, j'allais dire, ni physiquement, puisque je peux témoigner ici, et François peut également en rendre compte du fait que les rapports que nous avions avec Édouard étaient des rapports assez particuliers. J'ai l'impression de le réentendre. Oui, je crois que Romuald, ta connexion n'est pas très très bonne. On t'entend maintenant un petit peu coupé. Euh, Si ça devait perdurer, je crois qu'on va peut-être passer à quelqu'un d'autre. Est-ce que, bon, est-ce que tu m'entends encore? Non, je crois que Romuald se reconnecte. Donc, si tu m'entends, Romuald? On te voit à nouveau. Est-ce que tu peux continuer, Romuald, à parler? On n'entend plus là. Je crois qu'on va passer pour l'instant à un autre interlocuteur, une interlocutrice, en attendant que la connexion de Romuald soit un petit peu meilleure, parce qu'on ne t'entend pas. Et voilà. Françoise, je vais peut-être demander à Françoise Simassochi-Brenès d'intervenir. Françoise est professeure de littérature francophone à l'Université de Paris 8. Elle a notamment écrit le roman antillais sur personnages, espace et histoire. Elle a écrit sur des Maryse Condé et puis aussi sur Édouard Glissant, Une pensée du détour et notamment Archipel Glissant que nous avons coédité. Françoise, je te pose la même question. Actualité d'Édouard Glissant ou inactuelle? Qu'en est-il pour toi de cette œuvre, de cette pensée, pour toi et au regard de ce qui se passe dans le monde contemporain? Bonsoir à tout le monde et merci François d'avoir organisé cet événement. C'est un peu des retrouvailles parce qu'on retrouve les amis. Les, voilà, c'est le plaisir de la compagnie Glissant, j'allais dire. Alors moi, j'ai fait un peu un pas de côté par rapport à
indications. Parce que moi, j'ai plutôt essayé de voir en quoi Glissant nous aidait un petit peu à vivre la période actuelle, hein, c'est-à-dire la période de crise actuelle, notre maintenant, hein, notre à présent, comme on dit en créole. Hein. Et donc, il me semblait qu'il y avait une sorte d'évidence, c'est que cette pensée de Glissant, qui est une pensée vivante, une pensée du vivant, nous aide vraiment à habiter le monde et le temps qui sont les nôtres, avec une acuité accrue en ce moment, en cette période où les crises planétaires se conjuguent. Et je pense que Glissant, dans tout ce qu'il a pu écrire et dans tout ce qu'il a pu dire dès le départ, a donné des moyens pour penser les crises actuelles, aussi bien les crises écologiques que migratoires, que politiques, que sanitaires, etc., à les penser en impossible hiérarchie, hein, il aurait dit en relation, hein. C'est-à-dire que si on part de l'idée que la crise, ce n'est pas seulement un phénomène qui se manifeste de manière brusque et limitée, que ce ne sont pas des faits isolés, sont des faits qui forment contexte entre eux, hein, qui sont poreux entre eux. Et donc, on est là on peut approcher ces crises dans une perspective de lecture archipélique. Et avec l'idée qu'il y a un soubassement de circonstances identiques, hein, et qui se rejoignent. Donc, j'ai plutôt essayé de penser, j'ai beaucoup pensé à Édouard en ce moment, je pense beaucoup à lui en ce moment, parce que je me rends compte à quel point quelques-unes des notions que j'appelle des notions refuges, hein, qu'il nous a laissées, qui participent d'une grammaire de déchiffrement du monde, hein, Alyosha, ou François d'ailleurs, qui avait écrit un article aussi sur la même idée. Comment ça nous donne des fils un peu pour penser le monde actuel. Voilà. Donc, ça m'a été beaucoup suggéré depuis que l'invitation a été lancée, ça m'a été beaucoup suggéré par les termes qui reviennent de manière récurrente, catastrophe, désastre, chaos, incertitude, inquiétude, etc., qui forment un peu le lexique des discours de crise, hein, et dont Glissant a donné, mot auquel Glissant a donné une dimension philosophique, un écho poétique. Donc, je vais peut-être aller très rapidement, je peux utiliser autant de temps, mais on sait bien que c'est à partir de son lieu qui a été un espace de chaos, hein, à partir de son lieu qu'il a élaboré sa pensée du monde, hein, en grande partie. Et d'ailleurs, dans le Soleil de la conscience, il dit à un moment, l'esclavage, l'histoire de son lieu, l'esclavage fut l'expérience du chaos où il a d'abord fallu vivre pour durer. Hein. Donc la prise de conscience de ce chaos fondateur, originel, attaché à ce que fut pour lui ce phénomène global de transformation du monde qu'a été l'esclavage, la conscience de son lieu ouvert, qui le relie à tous les autres lieux, lui a permis de défaire la géographie coloniale, de sortir du localisme sclérosant ou du provincialisme vide, comme il le dit dans le discours antillais, comme de la pensée hégémonique du territoire et de l'absolu. Donc ce chaos, ce que j'ai trouvé, quand j'ai cité toutes ces crises au départ, ce que je trouve intéressant, c'est que ce chaos, il englobe à la fois l'histoire, à la fois la géographie pour les Caraïbes, puisqu'il englobe également les catastrophes et cataclysmes géoclimatiques qui sont récurrents sur cette terre inquiète, selon Glissant, vulnérable, habituée aux crises. C'est donc un héritage historique et culturel de la catastrophe qui a permis à Glissant, entre autres, hein, la mise en place d'une grammaire du monde dans laquelle entre l'incertain, le tremblement, la crise, hein, une grammaire à déchiffrer à partir de l'imprévisible du chaos. Chaos monde, je le cite dans La Cohue du Lamentin, les catastrophes frappent le monde, elles frappent ce monde total qui nous est donné ou imposé et où devrait prévaloir, selon Glissant, la poétique du partage, de la différence consentie, de la solidarité,
des devenirs naturels ou culturels. Donc, dans le discours antillais, Glissant parle d'aspiration au chaos, à la démesure, pour qualifier la démarche scripturale du roman des Américains, du roman des Amériques, intimement lié pour lui à un espace américain dont fait partie la Caraïbe, qui est un espace qu'il dit irrué. Donc, sous sa plume, le mot chaos se décline en poésie, en philosophie. On peut évoquer les expressions et notions de chaos au monde, de chaos opéra, ou encore son œuvre poétique, Les Grands Chaos. Donc, cette expérience du chaos, de l'incertain, de l'imprévisible et de l'imprédictible se rattache à la pensée du tremblement. Donc, Glissant nous dit, toujours dans La Cohue du Lamentin, qu'elle ne répond, je cite, ni à la peur, ni au doute, ni à l'incertitude. Et aussi, je cite encore, quelle est la pensée sismique du monde qui tremble en nous et autour de nous. Donc, pensée et poétique du tremblement qui sont de résistance. Donc, voilà, pour ce rapprochement, je me suis dit qu'à la fois, il y avait cette conjonction dans toutes ces crises que nous vivons, il y avait un lien qui pouvait se tisser grâce à la pensée de Glissant. Et pour finir, j'aimerais bien faire un petit rapprochement et lire un petit extrait. L'écrit sur l'écologie. Voilà. Glissant revendique une pensée écologique, il a pratiqué même une écologie militante, et cette pensée est héritée, je le cite, de la fréquentation et non de la possession de la terre, proposée par les pensées amérindiennes autant que par la fonction tellurique de la lignée des ancêtres, jamais close ni excluante, chantée par les peuples de l'Afrique des griots. Donc héritage amérindien et africain. J'ai fini la citation. Cette fréquentation imprègne profondément son écriture. Je pense que chacun d'entre nous en est conscient dès qu'on le lit, ses essais, ses concepts, etc. Il dit pratiquer, je le cite, une liaison magnétique avec son entour et les espèces qui le peuplent, mais aussi avec les autres humanités. Dans l'écriture glissantienne, on assiste à une prolifération des mentions et des descriptions poétiques d'une scène paysagère caribéenne où la nature est exubérante, chaotique en bien des endroits, mais qui demeure un espace fragile, menacé, dont la beauté garde trace du saccage de la colonisation auquel elle a résisté et résiste encore. Une écologie profonde, donc vécue, et qui est encore une manière de retrouver le monde et aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui et les crises d'aujourd'hui dans une démarche de résistance et de résilience. Donc, je vais vous lire un passage. En 2007, Édouard et Patrick Chamoiseau ont écrit une lettre ouverte aux responsables politiques de la Martinique, après, je dis bien après, le passage du cyclone Dean en Martinique. Et cette lettre s'intitule « Renaître à présent ». Donc, je reviens à notre « à présent », justement. Je vais lire le passage, il est un peu long, mais il est assez évocateur, je pense. En fait, je commence. En fait, le désastre ou la crise sont aussi et surtout des opportunités. Quand tout s'effondre ou se voit bousculer, ce sont aussi des rigidités et des impossibles qui se voient bousculer. Ce sont des improbables qui soudain se voient sculptés par de nouvelles clartés. Ce sont des interdits, des paresses, de stériles habitudes qui lochent et appellent à se faire soulager. Il serait stérile de ne retenir de la crise que le gémissement ou le frisson de la crainte. Ils ajoutent, il s'agit, je cite, de profiter de la calamité pour assainir ce qui peut l'être, pour éclaircir, pour reconsidérer et pérenniser une lumière là où rupture et brisure ont ouvert des possibles. Ils poursuivent, bientôt fini, les moments chaotiques sont souvent des lieux de renaissance. Toute régénération surgit toujours d'une perturbation. Plus la perturbation est sévère, plus le renouvellement qui s'ensuit est profond, puissant, parfois jusqu'à la mutation. Dans toute crise, un maintenant, un à présent en créole, s'ouvre d'emblée.
Donc ces mots nous invitent vraiment à lire le présent des zones de turbulence que nous traversons, que traversent nos humanités, comme un passage d'un ancien à un futur. Il nous invite aussi à penser l'après qui sera un nouveau présent. Les catastrophes frappent le monde, dit Glissant, mais l'espoir vient de partout. Ainsi, dans le chaos monde, ce monde total qui nous est donné ou imposé, face aux crises et catastrophes, on devrait prévaloir la poétique du partage, de la différence consentie, qui décide d'une communauté de politique appropriée à mettre en œuvre dans les diverses situations du monde. Donc, sans idéalisme, ou irénisme, cette proposition glissantienne nous laisse entrevoir les crises comme des espaces opportuns de résilience, de renaissance et de refondation, de redistribution des possibles en des intensités variables. Voilà, donc pour moi, en ce moment, j'ai vraiment le sentiment que cette pensée, elle accompagne tout cela, et puis évidemment, elle se relie à tout le reste de la pensée de Glissant, notamment la pensée de la créolisation, bien entendu. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup, François. Ça nous donne de belles perspectives dans ces temps d'incertitude. Est-ce que Romuald est revenu parmi nous? Romuald, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, je vous entends et je m'excuse de ces multiples coupures. Il a fallu que je décharge un peu mon ordinateur. J'ai pu suivre ce qu'a dit Françoise dans les deux tiers de son propos. Merci Françoise. Et je pense qu'un certain nombre d'éléments que je voulais soulever tout à l'heure rejoindront ce que tu as dit. Quand on a été coupé, je disais que je n'avais pas le sentiment que les sont plus que d'actualité. Je vais en prendre trois simplement pour illustrer mon propos et qui sont totalement liés à l'actualité. Alors, le premier a trait à ce que je vais appeler le fondement de sa pensée, de son rapport à la littérature, de son histoire personnelle, et c'est la question de l'esclavage. Je pense qu'on ne peut pas évoquer la pensée ni l'œuvre d'Édouard Glissant sans revenir à cette base, sans quoi son discours n'a pas de sens, sans quoi son rapport au monde n'a pas de sens, sans quoi sa pensée n'a pas de sens. Oui, Romuald, en tout cas, merci de cette intervention. Est-ce que tu peux poursuivre? Donc, je disais qu'en fait, c'était au sujet de l'esclavage. Et aujourd'hui, on voit bien que un de ces travaux consacrés à la mémoire de l'esclavage a donné lieu d'abord au Centre national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, mais surtout à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est aujourd'hui un des lieux où l'on doit penser véritablement les différences consenties qui ont été évoquées tout à l'heure et surtout les mémoires qui sont des mémoires apaisées. Et le travail que Édouard Glissant a fait de réflexion sur ce que doivent être les mémoires des esclavages et la façon dont il faudrait absolument repenser aujourd'hui les abolitions, est un travail qui est un travail à la fois d'historien, à la fois d'écrivain et un travail citoyen. Cela permet effectivement de pouvoir situer Ça coupe à nouveau, Romuald. Oui, décidément, la connexion est difficile. Je voudrais ajouter à ce que dit Romuald, effectivement, que ce rapport qui avait été commandé par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a été non seulement un rapport, mais beaucoup plus qu'un rapport, que Édouard a fait beaucoup plus que répondre à la commande et qu'il a donné une véritable réflexion sur non seulement l'esclavage, mais sur la mémoire, ce que signifie la mémoire, qui n'est pas simplement figer une histoire, mais la redistribuer, comme reprendre un mot aussi de Françoise, la redistribuer et faire de l'esclavage l'histoire et la mémoire, non seulement des descendants d'esclaves, mais aussi des descendants d'esclavagistes. C'est un débat essentiel et effectivement, il est au cœur aujourd'hui de bien des réflexions
sur ce que c'est que donner voix, ce qu'Édouard a fait toute sa vie, de donner voix aux cris irreprésentables de l'esclave dans la cale. Romuald, malheureusement, je crois qu'on va passer à quelqu'un d'autre si tu n'arrives pas à reprendre ta connexion. Ben, J'aimerais entendre Boita. Je crois que j'ai... Ah. Oui, pardon. Je ne sais pas si tu m'entends, François, non? Là, on t'entend, tout le monde t'entend. Alors, je disais que, en fait, je prolongeais ce que tu disais à propos justement de ce travail sur la mémoire. Il ne s'agit pas simplement d'une mémoire apaisée, mais il s'agit de reconnaître à la fois ce qui s'est produit et de pouvoir, à partir de cette reconnaissance, tenter de construire un nouveau monde, une nouvelle relation entre les anciens esclaves et les anciens esclavagistes, ou bien entre les sociétés anciennement esclavagisées et les sociétés anciennement esclavagistes. Et je pense que ce travail-là est un travail qui est important pour aujourd'hui, lorsque l'on sait très bien que ces mémoires-là sont des mémoires contrariées, avec toutes les conséquences que cela peut conduire. Par exemple, sur le déboulonnage des statuts, on est bien là, n'est-ce pas, dans une actualité qui est une actualité contemporaine. La deuxième chose que je voulais évoquer très, très rapidement, c'est à propos justement de la notion de créolité. Alors, il ne vous a pas échappé que la notion de créolité a tenté une percée assez grande, n'est-ce pas, dans le domaine politique, et qu'un homme politique français a voulu justement s'en emparer pour pouvoir justement forcer ou forger ou construire quelque chose qui serait de l'ordre du politique. Alors, je ne voulais pas le nommer ici pour ne me fâcher avec personne, mais il est à peu près évident que cette manière, même généreuse, de pouvoir approcher la notion de créolité peut être totalement contre-productive dès lors que l'on s'aperçoit qu'elle est complètement à l'encontre de ce que Édouard voulait en faire de la créolité. Et Olivier Glissant, tout à l'heure, dans le discours qu'il tenait à propos de la comparaison entre Bach et Beethoven, tentait effectivement de situer l'ensemble des différentes catégories qui permettent de penser la créolité et qui n'a rien à voir avec la fixité. Ça a tout à voir avec le dynamisme, ça a tout à voir avec l'incertain, ça a tout à voir avec l'imprévisible ou avec l'imprédictible, toutes choses qui permettent effectivement de penser cette sorte de manière nouvelle de pouvoir approcher les réalités que la créolité peut justement évoquer en dehors d'une certaine politique politicienne, et alors probablement complètement liée à une vraie politique des cultures, à une vraie politique des sociétés, à une vraie politique des civilisations qui n'a rien à voir avec les votes dans les urnes, ou alors, n'est-ce pas, avec une certaine volonté de pouvoir créer un destin politique. Et la troisième chose que je voulais évoquer très, très rapidement et qui se situe dans le prolongement de ce que je viens d'évoquer, c'est une posture, une position à partir de laquelle Glissant entend repenser le monde. Françoise en a parlé déjà tout à l'heure et j'y reviens. C'est une posture d'ouverture, c'est une posture de réinterrogation constante des différentes notions qui nous permettent de repenser le monde. Et évidemment, on peut dire de ce point de vue que ce qui fait la grandeur d'Édouard Glissant, c'est d'être à l'origine de ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui une pensée postcoloniale à la française, et qui, s'appuyant précisément sur les catégories qui sont les catégories de la philosophie, tente presque toujours de les réinterroger à l'aune de ce que sont les sujets qui sont des sujets hier esclavagisés et qui n'ont pas été pris en compte justement dans cette manière de penser. Et il me semble que cette façon-là situe Glissant comme, et tu l'as dit au début de ton propos, comme un des grands penseurs du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on peut le mettre effectivement au niveau de tous ceux que la French Theory a pu construire ces derniers temps et auxquels il apporte justement, n'est-ce pas, un peu comme René Maran en son temps, la touche qui la touche, martiniquaise, guadeloupéenne, antillaise, et qui est cette touche qui descend totalement, n'est-ce pas, la fixité du propos. Voilà en quelque sorte les éléments que je voulais retenir assez rapidement dans la pensée de Glissant et qui font, de mon point de vue, qu'il restera toujours sans doute un des meilleurs penseurs français, francophones de ces derniers temps. Merci beaucoup, Romuald. Je voudrais juste dire, même si toi tu as des pudeurs à le citer, mais que quand même au moins l'intérêt de la récupération politique de Jean-Luc Mélenchon, qui a dit qu'effectivement la créolisation était, je ne sais pas ce qu'il a dit, bon, l'avenir, ou je sais où il fallait partir de là. En tout cas, même si c'était de la récupération, et en tout cas ça a suscité la lecture de certains politiques, penseurs ou pas penseurs du tout, mais qui, donc, du coup, ont voulu lire Glissant. Alors, au moins, ça a cet effet-là, on peut le reconnaître. Mais c'est très bien, c'est très, très bien. Oui, oui. D'où l'intérêt aussi, quelquefois, du contresens. Boita Malela donc, est maître de conférence à l'Université de Mayotte, chercheur aussi associé à l'Université libre de Bruxelles.
Boita a publié des livres sur les écrivains à Frontilly à Paris, sur Aimé Césaire et la relecture de la colonialité du pouvoir, sur la réinvention de l'écrivain francophone contemporain, et notamment aussi sur Édouard Glissant, du poète au penseur, que Romuald a préfacé aux éditions Hermann. Boita est aussi un grand connaisseur de la musique, de la pop musique urbaine francophone sur laquelle il a écrit. Donc, Boita, merci d'être là. Même question, glissant vivant, glissant pour toi, glissant dans le monde contemporain. En quoi y a-t-il une actualité? Merci beaucoup François pour l'invitation. Et merci à tous les participants que je suis très, très heureux de revoir, ou pour certains de rencontrer pour la première fois comme Alyosha. Alors pour peut-être aller directement vers ta fin, pour essayer de répondre à ta question, je me situerai dans le sillage de Romuald et de Françoise. Hein. Je dirais qu'en fait, moi, Glissant est actuel, en effet, parce que à travers la pandémie, se pose la question, non seulement la question du sujet, me semble-t-il, mais aussi la question de la responsabilité. C'est pas la responsabilité face à l'autre, qui est une question qui est débattue. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont parus en 2020, après le confinement. L'ensemble de ces ouvrages-là s'inquiétaient de la crainte, craignaient de l'impéritie de l'État, par exemple, l'affaiblissement du système de santé, au profit d'une sorte, comment dirais-je, de perte de morale, et même d'un accroissement de l'individualisme. Et ces ouvrages, en fait, de façon un peu indirecte, reposent la question, en effet, du sujet, le sujet contemporain, comment le penser autrement, mais aussi celle de la responsabilité. Et dans ces inquiétudes, il y a un certain scepticisme que je retrouve chez Glissant, qui en effet se méfie d'une certaine conception du sujet qui est basée sur, comment dirais-je, l'universalisme envahissant, on va dire ça comme ça, et qui va réfléchir après à la reconstruction d'un autre type de sujet qui est beaucoup plus basé sur voilà, la relation comme vous savez. Et donc, la question de la responsabilité, j'ai vu ça dans le discours antillais notamment, où il y a cette réflexion sur comment, quelle est la responsabilité notamment de l'intellectuel, en l'occurrence antillais, face à sa communauté, et aussi comment l'intellectuel antillais peut porter les crises dont a parlé notamment Françoise, hein, et comment il peut y répondre, hein, tout en tenant compte de sa communauté et au-delà de sa communauté, du monde et donc et plus spécifiquement du sujet. Donc, c'est un peu, comment dirais-je, ça que m'a fait penser Édouard Glissant. Donc, alors, je vais peut-être citer un petit extrait sur l'inquiétude. Hein. Donc, en fait, Glissant s'inquiète de la souffrance du monde, de la crise. Et voilà ce qu'il dit. Je cite, donc, l'inquiète tranquillité de nos existences, partant d'obscurs relais noués au tremblement du monde. Quand nous vaquons, quelque chose se détache quelque part d'une souffrance, d'un cri, et se dépose en nous. Le sel de mort sur les troupeaux tarit, au travers d'un désert nomade qui n'est certes pas liberté. La dévastation de peuples entiers, ceux dont on trafique. Donc, fin de citation. Donc, cette inquiétude pour le sort du monde, des drames, etc., en fait, c'est aussi une inquiétude qui prend en considération autrui et qui, de façon sous-jacente, réfléchit à la dimension de la solidarité et qui me semble être d'actualité dans la mesure où la pandémie, justement la crise, a reposé la question de la solidarité. Donc, il y a des solidarités qui se sont renouées, et il y a aussi la question de la responsabilité qui s'est reposée, où on peut avoir une certaine tendance des autorités publiques à déplacer la responsabilité vers les individus, et les individus à réclamer beaucoup plus, à réclamer une certaine responsabilité également de l'État, comme on l'a vu au début de la crise. Donc on a cette dimension de la responsabilité face à l'autre qui est importante et qui repose la question de la solidarité.
Donc c'est ça que m'a fait penser Édouard Glissant. Et juste là, Olivier, quand j'ai entendu Olivier Glissant, quand j'ai entendu jouer du piano, en fait, ça m'a fait également penser à un autre élément, notamment sur la pop musique. Hein. Donc, Édouard Glissant, la pop musique, c'est un peu bizarre, mais, mais c'est possible en fait. Par exemple, je m'intéresse beaucoup à l'ingénierie sonore et cet après-midi, pour me détendre, je faisais du mixage sur une pièce musicale. Et en fait, je me suis dit en fait que lorsque la culture médiatique aujourd'hui, notamment la culture de la pop musique, c'est une culture qui est planétaire et qui est diffusée grâce à l'enregistrement et grâce, comment dirais-je, au prolongement, notamment sur les vidéos, etc. Et qui en fait crée des relations entre les populations qui ne parlent pas forcément les mêmes langues et qui n'ont pas forcément beaucoup de points communs, mais en fait, la musique via l'enregistrement et la culture populaire et médiatique rassemble en fait des peuples un peu partout, et à partir de cette notion qui est le lieu commun, où en fait quelque chose se répète un peu partout dans le monde, et cette chose-là qui se répète un peu partout dans le monde, c'est notamment la musique. Et je pense que la pop musique, bien plus que d'autres types de musique, a cette capacité en fait de permettre une relation, de se nouer entre les différents peuples. Et surtout en ce temps de pandémie, où en fait on a vu par exemple beaucoup d'artistes issus de la pop musique produire énormément de clips, ouais, parce qu'ils ne pouvaient plus faire de scènes, ils ne pouvaient plus faire de concerts, et certains ne sortaient pas forcément des albums, mais ils sont mis à produire des vidéoclips, soit en aparté, soit chez eux. Certains ont même fait des tutos pour, comment dirais-je, pour rentrer en relation avec leur public, hein, et comment dirais-je, pour leur faire apprécier davantage ce qu'était la composition musicale. Il me semble que l'enregistrement, la culture médiatique, la pop musique, les étudier et à partir de la vision d'Edouard Glissant, ça permet de voir qu'en fait cette dimension de relation est présente notamment dans cet aspect-là de la vie culturelle. Voilà. Merci, Boita. Olivier, est-ce que tu veux réagir à Édouard Glissant et la pop? Oui, bah, je suis d'accord avec Boita, mais je pense qu'Edouard aussi serait d'accord. Euh, Boita, je ne sais pas si tu sais que Edouard m'a dédié un livre, et dans la dédicace, il dit pour les grandes et les petites musiques. Donc, Oui, il y a eu une démocratisation de la musique au XXe siècle, tu vois, et c'est devenu, c'est comme ça que la pop musique est née. C'est plus réservé aux gens éduqués, aux élites, etc. Donc c'est les petites musiques, comme ils les appelaient symboliquement, comme ça, existent aujourd'hui. Et ce que j'ai joué Bartók, par exemple, Bartók est le premier compositeur qui a reconnu la valeur des musiques folkloriques, des musiques de paysans hongrois et de, de gens de montagnards, etc. Et Bartók a passé 20 ans de sa vie dans les montagnes de Transylvanie, en Roumanie, en Bulgarie, à récolter à collectionner des chansons et transcrire des chansons de paysans qu'il, dont il a utilisé les éléments structurels pour sa musique. Et donc c'est le premier à reconnaître, si tu veux, la pop musique, la pop musique de l'époque. Et, et c'est ce qui s'est passé dans les Amériques avec la créolisation, avec le choc de l'Afrique et de l'Europe et des Amérindiens. Eh ben, il y a eu ce choc culturel qui fait que voilà, la musique a explosé au XXe siècle dans toutes sortes de directions dans les Amériques. Et moi, j'ai eu la chance de vivre à New York et d'apprendre toutes ces musiques en fait à New York. J'ai appris la musique brésilienne, la musique turque, même toute la musique haïtienne, le rara,
la musique des prêtres vaudous haïtiens, etc. J'ai tout appris à New York, donc c'est pour ça que je suis à New York, que c'est un tel lieu de rencontre. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Toutes ces musiques populaires sont un incroyable moyen de relation. Merci Olivier. Alors, Là, peu de ingénieur du son en boîte. peu de gens le savent, mais Alyosha Balazowski est lié à la musique parce qu'il est batteur et il joue dans plusieurs groupes de rock et de pop. Alyosha Balazowski est maître de conférence à l'Institut catholique de Lille. Je rappelle que Alyosha, tu as été le lauréat il y a déjà un certain temps de la bourse Édouard Glissant et que tu es l'auteur de Édouard Glissant, penseur des archipels en 2015 par chez Pocket et l'événement de ce 10e anniversaire, voilà, c'est la publication de ce livre, Édouard Glissant, Déchiffrer le monde, aux éditions Bayard. Alors, Alyosha, même chose, même question que pour les autres. Actualité pour toi, actualité pour le monde par rapport à ce qui se passe, par rapport à la pandémie, par rapport aux catastrophes écologiques, je ne sais pas, mais pourquoi Glissant, selon toi, est-il toujours vivant par son œuvre et sa pensée? Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup François. Alors, je suis très ému d'être avec vous aujourd'hui, évidemment en ce jour du 3 février, et puis je suis très touché aussi par le morceau que nous a joué Olivier tout à l'heure. Alors oui, Édouard Glissant nous a quittés il y a 10 ans, mais les multiples enjeux de sa pensée si vivante et si essentielle, évidemment, sont d'une grande actualité. Et lui qui est penseur des archipels et de la diversité, il a construit une œuvre qui chemine encore en nous, en déambulation et en rhizome. Et je voulais proposer vraiment dans la suite de ce qu'ont dit tous nos invités, tous nos amis aujourd'hui, je pense que le tout monde est une écologie aujourd'hui vraiment essentielle. Voilà, pour aborder le monde et les devenirs et les rencontres, donc tisser des contacts inédits entre les cultures dans une mosaïque de perceptions mêlées. Donc le philosophe écrivain risque une pensée de l'errance et de l'identité nomade, donc en participant au monde sous l'angle de la mondialité, opposée à la vision d'un monde totalisé, continentalisé ou massifié en blocs monolithes. Et Glissant développe véritablement une écologie poétique du tout monde, qui s'incarne dans son appel à une écoute de la multiplicité du vivant. La nature, le climat, les espèces minérales, animales, végétales, le vivant sous toutes ses formes est en danger, et face à l'extinction des espèces et à la fragilité de l'environnement, la mondialité des archipels nous engage à l'urgence écologique. Attentive à la diversité des lieux du tout monde, la pensée d'Édouard Glissant renouvelle notre regard sur les écosystèmes menacés de la planète. Et penser les archipels du tout monde repose précisément sur l'urgence de protéger la fragilité, la vulnérabilité, le tremblement des îles et des presqu'îles, conformément à la conception de la nature que propose le penseur des archipels. Et comme l'a fait Françoise, et les textes d'Édouard Glissant nous invitent à porter attention aux singularités reliées entre elles, qu'il faut protéger et préserver. Et c'est aussi dans ce sens que nous pouvons écouter aujourd'hui la parole d'Édouard Glissant lorsqu'il nous invite à porter attention à chaque singularité, à chaque région du monde. Accorde ta voix à la durée du monde dans le discours antillais. L'horizon, c'est en planète la circularité de tous les lieux dans Poétique de la relation. Ou encore agis dans ton lieu, pense avec le monde, notamment dans Philosophie de la relation. Et donc, Glissant développe l'imaginaire écologique dans un processus innovant du bâtir ensemble et de la démocratie archipel par la transformation par archipélisation. À travers, je pense, il nous invite à la modération énergétique, à la coopération environnementale ou l'interdépendance des équilibres écologiques. Et donc, au sein du tout monde, l'écologie est une des faces de la mondialité qui milite pour le vivant et pour la diversité. Et on le sait, la relation archipélique n'est pas seulement géographique et spatiale, elle est d'abord imaginaire et culturelle. Chaque île est connectée aux autres. Aucune ne joue le rôle de centre. Java n'est pas au milieu de l'archipel indonésien. Et l'archipel donc modifie la représentation des causalités et des liens et engage des réflexions nouvelles sur la biodiversité et l'écologie. Et le tout monde n'est pas seulement la planète présente aujourd'hui telle qu'elle existe, c'est aussi sa projection
son futur, son devenir. Et cet infini des possibles du tout monde nous conduit à engager de multiples dispositions pour empêcher l'extinction de la biodiversité, à ne pas limiter nos compétences au seul savoir-faire, car rêver le monde, en s'appuyant sur nos utopies, permettra aussi de le sauver. Et la protection de la planète ne repose pas donc seulement sur les connaissances des moyens et des effets, cela suppose un imaginaire. Vous connaissez le titre de cette célèbre conférence d'Édouard Glissant, « Rien n'est vrai, tout est vivant ». Et donc, effectivement, c'est lui qui nous aide à entrer dans la complexité du monde et dans l'imprévisible du monde. Et l'imprévisible relève effectivement de la force d'imaginer et de rêver. La beauté n'est pas dans le vrai, elle est dans le vivant, c'est-à-dire qu'elle ne réside pas dans la fixité des choses, mais dans le mouvement, dans l'élan, et elle ne se résout pas aux identités stables, mais rayonne dans la relation vibrante entre les différences. Donc vraiment, je pense que le tout-monde est une écologie, et l'écologie a besoin justement de l'ensemble des points de vue, parce que l'écologie suppose un futur commun, et Glissant nous dit que ce futur commun ne peut pas être lisse et homogène, surplombant et uniforme, il doit laisser place à la variété. L'écologie du tout-monde donc, s'oppose à la fois à la racine isolée et à l'homogénéisation standardisée. Et je voudrais simplement terminer en disant que créer, soigner, préserver, c'est vraiment le souci environnemental qui est contenu chez Édouard Glissant dans l'attachement au paysage, au landscape, à la nature sauvage, la traversée des paysages qui entrent en résonance avec nos consciences. Glissant a l'intuition de la fragilité du lieu, de la précarité du paysage. Et sa sensibilité poétique et philosophique nous conduit à exprimer cette proximité, cette intensité des éléments de la Terre, leur instabilité et leur bouillonnement. Je voudrais citer Soleil de la conscience. J'écris près de la mer, dans ma maison brûlante, sur le sable volcanique. Et cette formule résume bien justement la présence concrète de la nature autour de nous et autour d'Édouard Glissant. Cette matière première du monde, le goût du sel par l'océan ou la chaleur torride du soleil n'est pas mise à distance. Au contraire, elle constitue l'élan direct de l'imaginaire pour dire la force et la puissance des forces premières et terrestres autour d'une esthétique en accord avec le pays et le paysage. Et donc la diversité, c'est la matrice motrice du chaos monde. Et comme vous le savez, il y a un bestiaire animal très sensible qui peuple les livres-mondes d'Édouard Glissant, les oiseaux sauvages, les serpents des fleuves, les pans d'Amazonie, les reptiles ou les oiseaux trompettes qu'on retrouve ici ou là au détour d'une page île. Et donc la nature chez Édouard Glissant n'est ni de silence ni de contemplation. Elle est faite du bruissement des langues, des chants, des danses, des vies, du vivant, des souffrances. Et donc il faut aussi géographier les territoires en lieu, parce que c'est là, comme nous dit Édouard Glissant, que les continents s'archipélisent. Et donc 10 ans après sa disparition, donc c'est au pari vraiment d'une mondialité généreuse et d'un imaginaire ouvert que nous invite Édouard Glissant. Donc suivons-le, suivons Édouard Glissant, Glissant actuel, oui, plus que jamais. Merci beaucoup, Alyosha. De toute façon, il suffit de lire ton livre pour comprendre qu'il est très actuel, puisque tu le fais dialoguer avec toutes les questions contemporaines, que ce soit les problèmes écologiques, la pandémie, les gilets jaunes. Vraiment, on est au cœur. On va discuter de tout ça, et surtout, j'invite nos auditeurs et auditrices à poser des questions. Donc, j'en ai déjà reçu quelques-unes que je vais vous poser à tous, à tous les participants et participantes. Une question sur la réception d'Édouard Glissant en France et aux États-Unis. La réception et la réception américaine de l'œuvre de Glissant sont-elles très différentes? Cette comparaison est-elle riche d'enseignements? Que nous apprend-elle? Y a-t-il un visage de l'écrivain qui prédomine en France et qui serait très différent de son visage américain? Qui veut bien répondre à cette question? Oui. Moi, je voudrais bien commencer, si tu veux, François. Alors, c'est vrai qu'Édouard Glissant, comme les spécialistes le savent, est sans doute l'un des auteurs qui a été le moins traduit en anglais pendant longtemps. Et on a dit que cela était dû au fait que son œuvre était une œuvre difficile à traduire en anglais, et que c'est une œuvre qui a été beaucoup plus souvent lue en français et en francophonie qu'en anglais et en anglophonie, si je peux utiliser cette expression. Mais il me semble que, en fait, quand on y regarde de très près, la réception américaine ou anglo-saxonne d'Édouard Glissant est beaucoup plus profonde, en fait, que la réception francophone. C'est paradoxal à dire. Il y a très peu longtemps,
qu'un certain nombre, j'allais dire, de non-spécialistes francophones se sont intéressés à l'œuvre d'Édouard Glissant en France même. Je veux dire que plusieurs philosophes, dont tu es, François, et plusieurs autres philosophes aussi, se sont intéressés à l'œuvre d'Édouard Glissant, mais j'allais dire dans le dernier tiers de son œuvre, et pas totalement au début. C'est-à-dire que tous les essais qui sont consacrés à la poétique, bien sûr, tous ces écrits qui ont été évoqués tout à l'heure à travers justement sa pensée écologique, on nourrit en quelque sorte des réflexions qui sont des réflexions contemporaines aujourd'hui, alors que toute une partie justement de sa réflexion antérieure est totalement liée à toute une pensée qui est une pensée américaine. Je pense ici, par exemple, n'est-ce pas, à Homi Bhabha, pour ne citer que celui-là, dans toutes les réflexions, bien sûr, n'est-ce pas, qui sont des réflexions dans la repossession de la parole, qui est la parole des descendants d'esclaves, et de la légitimation justement de cette parole dans une création littéraire et dans une formation de la pensée. Et je pense qu'en fait, cette dimension-là est une dimension qui fait que, comme la plupart d'ailleurs des auteurs qui le précèdent, je songe ici à Césaire, je songe ici à Senghor ou je songe ici à Damas, vont nourrir en quelque sorte cette pensée américaine et qui va en quelque sorte faire retour, j'allais dire, n'est-ce pas, dans la pensée francophone que l'on connaît aujourd'hui, ne serait-ce qu'à travers, bien sûr, n'est-ce pas, la fameuse notion de post-colonial que j'évoquais tout à l'heure et sur laquelle je ne me suis pas beaucoup avancé, mais je pense que cette réception-là d'Édouard Glissant est une réception que l'on doit prendre en compte aujourd'hui dans la formation des différentes modalités qui sont celles de la pensée postcoloniale. J'aimerais dire un mot, mais allez-y si vous voulez réagir différemment à cette question. Françoise? Moi, je voulais parler aussi peut-être de la réception de sa pensée en Amérique du Sud. Parce que il a été traduit et quand on va à Cuba ou quand on discute avec des chercheurs colombiens, etc., on voit que c'est une pensée qui intéresse l'Amérique du Sud. Et voilà, moi j'ai trouvé une traduction du discours antillais à Cuba en espagnol de Cuba. Et voilà, c'est juste une information. Bien sûr, merci. Moi, je voudrais ajouter un petit mot pour dire, quand même, rappeler la solitude qui a été celle d'Édouard Glissant aux États-Unis. Solitude par rapport à son enseignement, solitude par rapport aussi à certaines pressions identitaires. Et la deuxième question qui apparaît, qui est sur la créolisation, est-elle une critique du multiculturalisme? En tout cas, c'est sûr que la créolisation est un dépassement du débat traditionnel, de l'antithèse entre, d'un côté, le multiculturalisme américain et de l'autre côté, le républicanisme universaliste français. Donc, je dirais sa solitude vient du fait que je pense que par rapport au mouvement qui avait leur légitimité, mais aussi identitaire, de recherche des racines, par rapport à l'afrocentrisme, puis ensuite par rapport à des thèses qui sont celles de certains Africains-Américains en vue, Skip Gates par exemple, même Cornel West, et ce souci de rechercher des African Ancestry. Parce qu'Édouard n'était pas du tout dans cette logique-là. Il n'a jamais cru à l'origine, il n'a jamais cru aux racines. Comme vous l'avez rappelé, évidemment, le passé est important, et le passé notamment africain et esclavagiste aussi est important, mais ce n'est pas là-dessus qu'on doit fonder une identité et une vérité. Et donc, par rapport à ces recherches ADN qui lui paraissaient complètement invraisemblables, je crois qu'il était un peu en porte-à-faux aussi à l'égard de cette réception dans le milieu africain-américain. Et on pourrait développer, je n'ai pas le temps, mais aussi dire quand même que son enseignement était un enseignement très libre, un enseignement de poésie, que quand il enseignait à CUNY, il enseignait aussi bien Claudel que Ségalen, que Faulkner, et qu'il ne voulait pas être enfermé dans, en quelque sorte, une sorte de culture noire, et qu'il me semble que ça a participé à une certaine solitude d'Édouard Glissant. Maintenant, on le redécouvre, on comprend combien il a été important, et certains à New York disent: mais c'est vrai, en fait, quand on pense, il était là. Bah oui, il était là, mais il fallait le lire à ce moment-là.
Mais voilà, c'est ce qui arrive aussi à beaucoup d'intellectuels, finalement d'être lus longtemps après. Nietzsche disait qu'il serait lu 500 ans après. Bon, là, c'est pas 500 ans, heureusement. Ou Stendhal, voilà. Donc, bon, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors, j'accélère un petit peu parce qu'il y a d'autres questions. Et un ancien étudiant d'Édouard Glissant dit « J'ai lu et relu toutes ses œuvres. La langue est belle, opaque et dense, mais là où j'éprouve le plus de difficultés, c'est sa poésie, qui est d'ailleurs ce qui lui tient le plus à cœur. Quel est le secret pour comprendre sa poésie dans son intégralité ?» demande Animesh Rai. Est-ce que quelqu'un a le secret, la clé? Je crois qu'il faut lire, relire sans arrêt, et puis voilà, hein, c'est ça le secret. Oui, mais je ne sais pas s'il y a un secret pour comprendre la poésie de Glissant. Alors, peut-être que cette poésie est sans doute hermétique, mais pour prolonger un tout petit peu ce que disait François tout à l'heure, avant de répondre à la question, je pense que Édouard Glissant l'a dit lui-même, c'est un poète qui est profondément français. Et qu'au fond, pour pouvoir comprendre sa poésie, il faut être profondément français. Et que lorsqu'il enseigne les poètes français à New York, il les enseigne parce que c'est son éducation. Je dis que là-dessus, Édouard il ne s'embarrassait pas de le dire. Je dis que lorsqu'il répond à Pierre de Gros, parce que je suis de culture et de civilisation française, ça dit qu'en fait, il est allé jusqu'au plus profond de ce que la civilisation permet, justement, comme connaissance. Je vais dire qu'il a le parcours classique de tous les intellectuels français de son époque. Et j'ai été très, très sensible tout à l'heure à ce que disait Olivier, lorsqu'il rappelait évidemment qu'il a joué devant Édouard et Félix Guattari. Pour moi, c'est effectivement dire, voilà, j'ai joué devant des intellectuels français. La question de la couleur ne se posait pas lorsqu'il y avait Édouard Glissant et Félix Guattari. Ils ont tous été nourris, si j'ose dire, au même classique français. Leur manière de penser est une manière de penser totalement française, y compris dans l'approche de leur conte, le contre-discours, l'antipsychiatrie. Voilà, je dis qu'ils sont tous quand même nourris de cette manière-là de pouvoir penser à la française et dont on ne peut que s'en inspirer si on veut comprendre effectivement la poésie qui est la poésie d'Édouard Glissant. Alors, je ne voudrais pas désespérer l'ancien étudiant d'Édouard, mais au fond, peut-être qu'il gagnerait à quitter un tout petit peu Édouard et aller lire peut-être Césaire. Peut-être que ça va le rassurer, parce qu'au fond, en allant lire quelques poèmes de Césaire, il sera encore un peu plus opaque. Donc ou alors, n'est-ce pas, à lire quelques poèmes. Alors là, cette fois-ci, plus opaque, alors vous mourrez, c'est les poèmes de René Maran. Alors, s'il va lire les poèmes de René Maran, je ne sais pas ce qu'il ferait. Hein. Des poèmes qui ont été publiés en 1909. S'il y comprend quelque chose, moi, ça m'arrangerait bien. Mais alors, pour comprendre René Maran, il faut connaître Bordeaux. Il faut connaître très bien la mentalité bordelaise. Il faut connaître très bien l'enfant antillais qui arrive à Bordeaux dans un milieu qu'il ne connaît pas, si on veut comprendre la Maison du Bonheur. Sinon, on ne comprend rien du tout à la Maison du Bonheur de René Maran, par exemple. Alors, cela suppose très bien qu'il faudrait prendre les auteurs de poésie pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire à partir de leur connaissance, qui est la connaissance du milieu dans lequel ils sont, pour pouvoir comprendre l'ordre du discours qu'ils tiennent dans la poésie. Et pour cela, il ne faut pas dire c'est un antillais, alors je suis obligé de comprendre. Ah non, c'est un antillais, vous allez avoir du mal à comprendre précisément si on ne revient pas, n'est-ce pas, à l'intégralité qui est celle du sujet qui est écrit. Et cette intégralité-là dépasse complètement l'assignation identitaire ou bien l'assignation à couleur. Voilà, tout simplement, c'est un poète, il faut aller le lire, quoi. Merci beaucoup, Romuald. Une question d'un artiste, Marc Latuyère. Pour continuer dans l'idée d'archipélisation, je serais curieux de savoir avec qui et quelle pensée Glissant fait relation aujourd'hui, si certains d'entre vous travaillent là-dessus. Par exemple, dans le cadre d'un travail photographique en Colombie inspiré en partie par Glissant, j'en suis venu à croiser la pensée brésilienne de l'anthropophagie, dialogue que je trouve très riche. Je pose cette question car les nouvelles oppressions et anciennes, je trouve que contre ces nouvelles oppressions, je trouve que la pensée du tout-monde fait aussi aujourd'hui maquis et qu'il importe de voir s'il y a convergence avec d'autres îles maquis. Qui veut bien rebondir là-dessus? Olivier, Alyosha. En tout cas, c'est certain que je peux dire que à travers certains doctorants ou doctorandes, je pense quelqu'un très particulièrement, je ne sais pas si elle aimerait que je la cite, mais qui travaille sur cette relation, cette
convergence aussi entre des pensées d'anthropologues d'Amérique du Sud et la pensée d'Édouard Glissant. Hein. Ça, c'est certain que, voilà, que ce soit sur la question effectivement de l'anthropophagie ou d'autres, mais bon, c'est sûr que il y a une sorte de concordance naturelle entre ces pensées et ces esthétiques aussi d'Amérique du Sud et la pensée de la relation. On pourrait ajouter juste que effectivement, la pensée de la relation est aujourd'hui véritablement au cœur de beaucoup de discussions et de beaucoup de démarches. Je pense par exemple à la question de la sociologie que redéveloppe aujourd'hui l'école de Francfort avec Hartmut Rosa, ou je pense à la notion de capability à partir d'Amartya Sen ou de Martha Nussbaum, que effectivement, que ce soit en philosophie, en esthétique ou en anthropologie, on a l'impression que des dialogues se sont aujourd'hui constitués avec la pensée d'Édouard Glissant qui est présente et qui permet justement de constituer, je pense par exemple à la notion de résonance, un monde en résonance. C'est le terme Resonance en allemand, et qui du coup, résonance, c'est aussi finalement une sorte de déclinaison de la question de la relation. Et donc, j'ai l'impression voilà, qu'il y a beaucoup aussi d'espaces philosophiques aujourd'hui qui sont en train de construire justement des pensées en archipel. Et c'est intéressant de les faire dialoguer avec Édouard Glissant. Comme je pense aussi, il y a aussi beaucoup d'autres dialogues à constituer. Par exemple, on parlait de l'antipsychiatrie tout à l'heure, le souvenir qu'Olivier nous a rappelé autour de Félix Guattari, mais on peut aller aussi du côté de Michel Foucault, par exemple, sur la question de la psychiatrie. Et tous les travaux qui reviennent sur ces questions-là sont aussi ceux que Édouard Glissant, à sa façon, a développé dans le discours antillais, justement sur la question du sujet ou de la subjectivité. Et donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'espaces qui permettent aujourd'hui de faire des dialogues avec la pensée d'Édouard Glissant. Merci. J'aimerais terminer, parce qu'il nous reste juste une petite dizaine de minutes, sur une question très, très, très contemporaine. Qu'est-ce que vous pourriez dire de l'actualité de la pensée d'Édouard Glissant par rapport au mouvement Black Lives Matter ? Et notamment, ce mouvement aussi, cette nécessité à la fois d'une reconnaissance, à la fois de la violence et du racisme, de la discrimination systémique, et aussi de reconnaissance de ce que c'est que d'être africain-américain, que les vies noires comptent. Et est-ce que, voilà, par rapport à la créolisation, au fond, est-ce que c'est, du point de vue glissantien, un mouvement en arrière, il ne s'agit pas de le juger, mais un mouvement en arrière, ou est-ce que ça fait partie de sa pensée de la créolisation ? Je me souviens, moi, quand je lui posais la question, déjà, c'était, je ne sais plus, en 2008, dans certains entretiens, sur le fait qu'il y avait des mouvements identitaires qui revenaient, et il disait, mais c'est justement la preuve que j'ai raison dans cette espèce d'utopie de la créolisation, c'est que la créolisation, de toute façon, on y va. C'est un mouvement anthropologique, ce n'est pas un mouvement moral ou politique, mais c'est une sorte d'anthropologie qui fait que, de toute façon, cette espèce de mouvement de relation et de globalisation se réalise. Et donc, ce sont des espèces de résistances, mais qui témoignent de la force du mouvement de la créolisation. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on peut tenir encore ce discours face à la séparation, s'il y a des discours de séparation, face au regain du discours sur la race? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si je vais m'avancer sur le Black Lives Matter parce que c'est toujours un tout petit peu délicat. Que la vie des Noirs compte, oui, cela se comprend lorsqu'il s'agit, bien sûr, n'est-ce pas, du contexte qui est un contexte noir américain. J'allais même dire le contexte noir états-unien, pour être tout à fait précis, qui s'explique précisément par le fait que durant l'esclavage et durant tous ces siècles, précisément, la vie des Noirs n'a pas compté. Et on s'aperçoit effectivement, n'est-ce pas, que quelques événements malencontreux récents nous le rappellent. Mais en écoutant en fait la question que tu poses, je pense à un autre bouquin, à un autre essai qu'Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau ont écrit au moment de l'avènement au pouvoir de Barack Obama. C'est l'intraitable beauté du monde. Et je crois que cette adresse à Barack Obama, l'intraitable beauté du monde,
prend en compte précisément cette dimension qui est la dimension de la reconnaissance du fait que la vie des Noirs compte, mais que cette vie des Noirs compte d'autant plus aujourd'hui aux États-Unis que l'histoire des États-Unis est peut-être même en train de dépasser le Black Lives Matter. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont déjà quelque part estimé Édouard Glissant quand même à l'époque. C'était bien avant ce qui vient de se produire aux États-Unis récemment et sur lequel je ne dirais rien du tout, qu'il y avait eu bien sûr une sorte d'avancée de la pensée noire américaine. Cette pensée noire américaine qui avait donné lieu à cette beauté qu'il appelait intraitable du monde et qui s'incarnait, bien sûr, n'est-ce pas, dans la personne de Barack Obama. Et qu'au fond, cette personnalité-là disait à la fois toute l'histoire qui était l'histoire de l'esclavage subi et tout le dépassement précisément de cette histoire par le fait qu'il y avait un nouveau monde qui pouvait ainsi se constituer. Et j'ai également le souvenir de ce que le même Barack Obama, au moment où il quittait le pouvoir, avait dit, parfois dans l'histoire des États-Unis, les choses avancent, parfois ça recule. Et je crois qu'en fait, le recul que tu évoquais tout à l'heure nous ramène justement aux racines du Black Lives Matter qui doivent se battre régulièrement pour pouvoir faire reconnaître le fait que la vie des Noirs compte et que c'est un combat qui est absolument, qui n'est pas gagné d'avance. C'est un combat qui est essentiellement recommencer pour que advienne peut-être ce qui est en train de se produire aujourd'hui de nouveau aux États-Unis comme une sorte de cycle de retour, à savoir non plus un Barack Obama au pouvoir, mais c'est plutôt un Kamala Harris. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose qui est une nouvelle beauté intraitable du monde qui vient justement dépasser en quelque sorte le Black Lives Matter, mais qui en fait n'annule pas le Black Lives Matter parce que je pense que le Black Lives Matter ne sera jamais annulé comme ça rapidement. Et je terminerai simplement en disant que je comprends très bien la position qui est celle d'Édouard, parce qu'Édouard n'est pas noir américain, il n'est pas noir états-unien, il est aussi étranger dans ce monde-là, j'allais dire, entre guillemets, comme l'était peut-être Barack Obama, et qu'au fond, par cette sorte d'étrangeté, entre guillemets, il y a peut-être un rapport à ce monde, n'est-ce pas, qui est un rapport de dépassement. Et Edouard dépasse effectivement, d'une certaine façon, tout en le prenant en compte, le Black Lives Matter, mais avec un autre monde qu'il est en train de voir déjà se poindre, tout comme Barack Obama dépassait déjà, il me semble, les clivages qui sont des clivages raciaux. C'était bien, n'est-ce pas, le discours qu'il a tenu lorsqu'il est arrivé au pouvoir, parce qu'il était déjà en train d'imaginer un autre monde possible, en pensant, n'est-ce pas, qu'un autre monde est possible. Et je crois qu'entre les deux, il y a bien sûr cet espoir qu'un autre monde est possible. Et c'était en quelque sorte l'optimisme, j'allais dire, qui lui était chevillé au corps, que l'on pouvait retrouver chez Édouard, malgré tout, malgré les chaos, malgré les discours, n'est-ce pas, sur les défaites, qui émaillent en quelque sorte son œuvre. Merci beaucoup, Romal. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Françoise. Oui, enfin, moi j'avais écrit un article justement sur ce texte de Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant, hein, sur ce que j'avais appelé le rêve créole d'Édouard Glissant. Hein. Je pense que oui, le dépassement, il est attendu, et je crois que Romuald, tu as raison, Édouard Glissant n'est pas un noir américain. Et il n'a jamais prétendu. De même que Maryse Condé le dit très fréquemment, hein, elle n'est pas, elle n'est pas ce n'est pas la même. Il y a des points communs dans les histoires et il y a des différences. Et je pense que le dépassement, c'est peut-être, ça rejoint ce que tu disais, François, c'est-à-dire que peut-être un peu, l'œuvre de Glissant, elle arrive peut-être un peu tôt aux États-Unis pour envisager ce dépassement. Voilà. Et que ça viendra, et que ce que Glissant a appelé la nouvelle région du monde, hein, ce nouveau partage du monde, il est en cours et il est sans cesse en redéfinition. Hein. Ça ne s'achève pas, ce n'est pas achevé, ce n'est pas quelque chose qui va être définitif, il y aura des allées, des retours, des reculs, des avancées. Il y a Kamala Harris, après on verra qui il y aura. Mais petit à petit, comme il dit dans son texte sur l'avènement de Barack Obama au pouvoir, il y a quelque chose qui a bougé dans l'esprit des Américains et dans leur conception des rapports entre les Noirs et les Blancs. Tout n'est pas résolu. Hein, mais quelque chose a bougé. Et lui, ce qu'il voulait voir, c'est ce qui avait bougé. D'ailleurs, il avait dit, je crois, à Barack, ça se termine par bonne chance en relation. Hein, voilà, bonne chance en relation. Donc voilà, la relation, elle n'est jamais, c'est ce que disait Alyosha, elle n'est jamais finie. Et je trouve que justement, ce qui est intéressant dans la pensée d'Édouard, c'est qu'elle autorise cette pensée à tout repenser.
Toujours, toujours. On peut toujours repenser les choses, les voir autrement, essayer de voir où elles se dépassent, où elles se répètent. Voilà, je pense que... Voilà. Oui, j'aimerais qu'on termine sur cette très belle phrase et idée de Françoise. Mais malgré tout, juste avant de terminer, puisque beaucoup d'étudiants aussi nous écoutent, s'il vous plaît, vous allez dire chacun à votre tour quel livre vous recommandez dont vous recommandez la lecture d'Édouard Glissant. Spontanément, je sais que je vous prends un petit peu à froid là, mais bon, allez-y. Alors, Agnosha se lance, le discours antillais. Le discours antillais, oui, vraiment texte fondateur, texte magnifique, enfin texte dans lequel on peut puiser énormément de ressources, justement. Il y a des idées magnifiques à chaque page, il y a des textes voilà, sur les artistes, voilà. Mais magnifique texte, le discours antillais. Romuald. Romuald, est-ce qu'il faut que tu décroches ton micro là? Ouvre ton micro. Oui, pardon, excuse-moi. C'est l'anthologie du tout monde. D'accord. D'accord. Anthologie poétique. C'est l'anthologie poétique. C'est ça en fait pour moi qui résume le tout Édouard, à la fois l'impossibilité d'écrire une œuvre et la tentative d'y arriver. Voilà, pour moi c'est à peu près ça. D'accord. Boita. L'intention poétique. L'intention poétique. Oui. Parce que c'est par cette œuvre-là que j'ai commencé à lire Édouard Glissant quand j'étais étudiant. Oui. Et il y a, me semble-t-il, presque tout de sa pensée poétique et future. Françoise? Moi, je vais tricher. Je vais en dire 2. J'en dirais bien plus, mais bon. Le soleil de la conscience et le 4e siècle. Je trouve que c'est une pure splendeur, le 4e siècle. Alors, tu aurais pu te limiter à Soleil de la conscience, parce que moi, j'allais dire le 4e siècle. Il le laisse, et on va laisser Olivier terminer. Moi, c'est Poétique de la relation. Ah oui, pas ça. Et c'est par là que je suis entré dans l'œuvre d'Édouard, quand j'étais étudiant aussi, d'ailleurs. Merci Olivier, je te le laisse parce que j'y avais pensé, tu vois. Merci. Moi aussi. Merci beaucoup, chers amis. J'espère que nos auditeurs auront compris combien, mais ils le savent déjà, Édouard Glissant est un poète et philosophe qu'il faut absolument lire et qui est d'une très grande actualité. À bientôt. Wow. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.